bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur cette émission à Palabre. Le gouvernement a créé une nouvelle agence devant gérer désormais les enseignants vacataires ou communautaires des écoles publiques. Cette décision diversement appréciée dans l'opinion publique sera aussi partie de notre émission de ce jour. L'autre décision du Conseil des ministres du mercredi dernier reste la substitution du FNPEJ par l'Agence pour le développement de l'entrepreneuriat des jeunes, ADEJ. Si l'autre décision crée beaucoup de polémiques, celle-ci aura quand même le mérite d'avoir l'unanimité autour d'elle. Loin de la salle des ministres du palais de la Marina, il y a une guerre entre les militants de plusieurs partis politiques. Vous en doutez bien, l'importation de l'U4CO de Boycon pour Cotonou a créé beaucoup de polémiques. Un des citoyens béninois a porté devant la Cour suprême un recours pour annuler sa candidature. Et ce recours n'a pas plu à son parti politique auquel il appartient. Jacques Ayadji a décidé de le suspendre jusqu'à nouvel ordre. Avec mes palabreurs Yves Dakoudi et Arnaud Doumahou, nous allons décortiquer ces sujets et bien d'autres. Chers invités, bonjour et bienvenue. Bonjour. D'entrée, l'U4CO désormais quitte Boycon pour Cotonou. Il sera désormais candidat dans le 13e arrondissement de Cotonou. Et cette actualité crée assez de polémiques au sein de l'opinion nationale. Est-ce que les populations n'ont pas quand même raison de craindre une certaine anomalie au regard des tests qui régissent la décentralisation au Bénin? Oui, pas une anomalie au regard des tests, mais c'est l'esprit même de la décentralisation qui est bafoué de ce fait, parce que, vous savez, on parle des élections de proximité. Ce n'est pas que l'U4CO est nommé directeur de société, d'une société d'État, c'est pas qu'il est nommé ministre dans le gouvernement, mais au sein d'une commune, au sein d'une localité, on devrait avoir des leaders, des gens qui se sont déjà intégrés et qui peuvent porter véritablement cette localité-là, et qui sont déjà peut-être connus comme des personnes à même de contribuer au développement de cette localité-là. Mais lorsque, pour l'U4CO, qui n'est pas quand même quelqu'un qui n'était pas connu, l'U4CO qu'on connaît depuis plusieurs années, qui a passé en tout cas plus de 10 ans à la tête de la mairie de Boycon, donc, qui, durant tout son temps, a mis son énergie à travailler pour ses frères et sœurs, sa communauté à Boycon. On estime quand même que Cotonou aujourd'hui, même si Cotonou c'est tout le monde, Cotonou c'est tout le monde, comme on le dit, c'est de toutes les localités que nous nous retrouvons, le bombarder ainsi dans cette localité-là, ça crée un peu de problèmes en termes de concept, même de la notion de la décentralisation. C'est un peu ça. Sinon que, fondamentalement, est-ce que la loi interdit formellement à quelqu'un de quitter Boycon si c'était pas un certain L'U4CO, si c'était un citoyen ordinaire de venir à Cotonou et de porter sa candidature pour les élections? Je crois que la chose est faisable, mais c'est parce que c'est la personne de L'U4CO et qu'on connaît, et donc on sait qu'il est de Boycon, il réside à Boycon, il a son domicile à Boycon, il travaille pour Boycon, il est maire de cette localité-là, et que du jour au lendemain, au vu de tout le monde, on décide de l'importer, de l'importer pour gérer en tout cas, pour participer à la compétition électorale à Cotonou. Ouais, c'est un peu ça qui pose débat, mais je crois que ce ne nous revient pas de trancher, puisque le juge a été saisi. Je crois que la Cour suprême devra pouvoir situer les uns et les autres. Le reste, c'est que ça fait quand même une honte quelque part, je dirais, hein, pour tous ces leaders-là qui sont à Cotonou aujourd'hui, même pour cette liste-là, qui n'a pas donc de leader digne du nom à Cotonou. Vous voyez que l'Union progressiste aujourd'hui soit obligée d'aller jusqu'à Boycon, trouver quelqu'un pour venir être candidat à Cotonou. Est-ce que véritablement il n'y a pas de militants dignes du nom dans cette commune-là? Est-ce que véritablement il n'y a aucun... Est-ce que c'est pas son manque de leader
dans ce parti politique-là, dans cette commune, qu'on est obligé de traverser le parcours des kilomètres pour aller chercher quelqu'un totalement, pratiquement au centre du pays, pour le ramener à Cotonou. Donc je ne sais pas si l'Union progressiste manque autant de leaders. Et si c'est le cas, il faudra travailler peut-être pour les prochaines élections, puisque nous ne sommes pas dans des élections de proximité, à ce que véritablement les partis puissent véritablement s'asseoir dans toutes les localités, que nous ayons véritablement des partis dignes du nom qui peuvent avoir des gens capables de porter leur cause au niveau de toutes nos communes. On ne sera pas obligé forcément d'aller chercher, parce que nous ne parlons pas d'une élection présidentielle, nous parlons d'une élection de proximité. Et qu'un parti en soit obligé, parce que regardant dans les militants, manquant de leaders, soit obligé d'aller chercher quelqu'un à des dizaines de kilomètres pour venir le rapporter. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Yves Dakoudi, est-ce que quelqu'un qui a mieux géré sa commune, Luc Atropo, c'est quand même un bilan lourd à tête de Boycon, est-ce que ce n'est pas aussi ça qui a milité en sa faveur pour que son parti décide de l'amener à Cotonou si on veut avoir un bon résultat au soir des élections, et aussi après les élections pour bien gérer la commune de Cotonou en cas où il serait élu le maire de la municipalité? Non, c'est vrai que je tiens quand même à souligner quelque chose chez Arnaud, dire que un parti comme Union progressiste manquerait de leader dans Cotonou. Ça ferait une insulte pour tout cela que je connais. C'est un fait qui est là. Non, c'est un fait qui est là, d'accord, mais Luc Atropo n'est pas le seul candidat de l'Union progressiste à Cotonou. Si vous présentez ça comme ça, c'est comme si, bon, il n'y a personne à Cotonou et que c'est seulement Luc qu'on a mis. Non, regardez bien dans la liste de l'UP. Vous allez voir qu'il y a... obligé d'aller chercher loin pour... Non, on ne peut pas dire que l'UP a été obligé d'aller chercher. Du moment où rien n'est interdit, parce que c'est nulle part dans nos tests, rien n'interdit. Peut-être qu'on y aurait pensé plus tôt que, bon, on mettrait des dispositions pour que ce cas de figure-là ne se présente. Personne n'a jamais pensé qu'au Bénin, on pourrait chercher un maire d'une autre commune pour une autre commune. Du moment où rien n'a été prévu pour ça, je ne vois pas où se trouve la polémique. Est-ce qu'il a résidence à Cotonou depuis des années? Et il est même natif de Cotonou. Et donc, si déjà il peut se prévaloir de cela, pourquoi ne pas le laisser aller aux élections? De toute façon, le recours est au niveau de la Cour, et on verra bien ce qu'il en... Enfin, ce qu'il en est, quoi. La loi dit qu'il faut être résident d'une commune pour être le maire de la commune. Le 4 aujourd'hui, maire de la commune de Boycon, ça veut dire qu'il réside à Boycon et en même temps, il réside à Cotonou. Finalement, il a combien de domicile, il a combien de résidence. Finalement, on ne comprend plus rien, il n'a pas de domicile. En même temps, de Boycon avant de venir à Cotonou. La notion de domicile, de résidence chez nous, c'est assez complexe. Et vous le savez. Rien n'interdit, en tout cas dans nos tests, rien n'interdit de résider à plusieurs endroits. Peut-être qu'à la longue, on corrigerait ça. Lui, le maire d'une commune, il réside dans cette commune-là. Il a résidence là-bas aussi. Vraiment, la loi permet à un Béninois de résider. C'est ce que je tente d'expliquer. J'ai lu au moins deux experts hier sur la décentralisation, mais qui sait, le même problème se pose. Il n'y a pas une imposition de domicile au Bénin. Arnaud, sur la même question. Sur la même question, mais je vais d'abord insister sur le fait que c'est regrettable que l'Union progressiste n'ait pas des gens vraiment dignes du nom pour rester à Cotonou. Parce que c'est ça le débat. Si l'Union progressiste avait véritablement des leaders et ne se disent pas vraiment nous avons quelqu'un qui est maire quand même, qui est à des kilomètres ici et qui peut véritablement concourir. Est-ce que le problème que vous avez, ce n'est pas le fait de vous focaliser sur la personne de non, du tout pas. Luc. Non, je constate. Si, parce qu'il y a que nous parlons d'élections de proximité et que parti soit obligé de parcourir des kilomètres, aller au centre du pays pour aller percher quelqu'un et le ramener dans une commune comme Cotonou. C'est ça.
Ça veut dire déjà qu'on manque de militants dignes du nom, de leaders dignes du nom de ce parti dans cette localité-là. Et c'est pour ça qu'on a été obligé d'aller si loin pour chercher quelqu'un. C'est aussi simple que ça. C'est ça d'abord qui est dommage pour l'Union progressiste. Et je crois qu'il faut que les partis travaillent à cela. Parce que si nous ne disons pas ces choses, les fois à venir, les formations politiques iront chercher des gens à Bembereke ou à Tangueta. Si la loi le permet. Parce que n'ayant pas travaillé dans les localités dans lesquelles les militants devraient postuler pour conduire les rênes de cette localité-là. Vous savez, il y a toujours une différence entre quelqu'un qui vit à Cotonou, par exemple, qui connaît parfaitement les problèmes de Cotonou, qui a vécu certaines choses à Cotonou. Il y a certaines sur ce plan. Il doit avoir une petite différence par rapport à quelqu'un, par exemple, qui a vécu à Bembereke tout le temps, qui a travaillé pour la commune de Bembereke tout le temps, et qu'on parachute du jour au lendemain. Et c'est pour ça que nous disons, il faut que les partis politiques travaillent à ce que, à asseoir des bases solides au niveau des communes. Parce que nous parlons des gestions de proximité. Ce n'est pas possible. Qu'on manque autant de leadership, de personnes, de carrures, et qu'on soit obligé d'aller jusqu'au centre du pays pour nous ramener quelqu'un à Cotonou. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, mais quand nous laissons ce débat et nous parlons des questions, vous les disiez, je suis d'accord avec vous. Même si la loi prévoit quelque part qu'on peut avoir, je crois que c'est un domicile, on a un domicile, mais au regard de la loi, on peut avoir plusieurs résidences. On a un seul domicile et on a plusieurs résidences. Ça, c'est ce que la loi a prévu, même si ce n'était pas la décentralisation. Tu peux avoir un domicile, mais résider à plusieurs endroits. Ça, c'est possible. Et donc, on ne peut pas faire le procès de résidence à Lucas-Topo, mais on dit que Lucas-Topo est domicilié à Boycon. Mais je dis une fois encore que sur cette question d'ordre juridique, ne sont pas à même de trancher parce que il y a la Cour suprême. Ce qui gêne, ce n'est pas ça. Ce qui gêne, ce n'est pas ça. Ce qui gêne, c'est que nos formations politiques ne soient pas en mesure de travailler dans la localité, d'avoir des militants dignes dans la localité pour ne pas être obligés de parcourir des kilomètres et aller parachuter des gens d'une localité à une autre parce que nous parlons des élections de proximité. Si c'était la présidentielle, il n'y aura pas de débat. Parce que vous gouvernez tout le Bénin. Cette candidature de Lucas-Topo a quand même amené un citoyen militant de Moël Bénin à déposer un recours devant la Cour suprême. Ulrich Déou, recours de là pour ceux qui le connaissent sur les réseaux sociaux, est parti quand même des militants de Jacques Ayadji. Et la décision n'a pas plu, sa démarche n'a pas plu à son président qui l'a suspendu hier. Yves, est-ce que c'est une décision appréciée ou bien une décision prise sous la pression de ci ou de ça? Non, je ne veux pas, moi je ne souhaite pas aller en amont. Je veux pouvoir commencer à partir de la décision. Vous, comme moi, on a tous vu une note de suspension provisoire circuler. À partir de là, on peut en déduire qu'il s'est posé un problème entre la démarche du militant et celle de son parti. Il s'est posé un problème, une confusion, où on a eu du mal à dissocier la personne, le citoyen, du militant. Et ça se passe au sein de la mouvance. C'est-à-dire, c'est comme si, oui, nous sommes de la mouvance et quelqu'un peut se lever d'un parti et attaquer quelqu'un au sein de la même mouvance. Ça pose un problème. Je crois que Jacques Ayadji aurait laissé cela, qu'on interpréterait une sorte de complicité. C'est un peu comme si c'est quelque chose qu'ils avaient cuisiné en interne et qu'ils avaient besoin d'un fusil pour porter sur la place publique, ce qui n'est pas le cas. Et c'est ce que le parti a fait pour se désengager. Finalement, quand on est membre d'un parti, on n'est plus libre de ses actes, on est forcément lié par le parti. Quand vous êtes membre d'un parti, il y a ce qu'on appelle la ligne directrice du parti. Il y a la discipline de groupe que vous êtes obligé d'observer. Ce n'est pas tout le temps que vous êtes dans un parti. Vous avez des avis qui, forcément, comment dire, ne vont pas faire l'unanimité.
vous convenez avec moi, même dans votre propre parti politique, vous avez des avis qui ne vont pas faire l'unanimité, mais quand vous sortez, vous êtes obligé de vous conformer à ce que le parti a décidé. C'est comme ça. À nous, la décision de Jacques Ayagis dit bien, je crois bien l'alinéa 2, que c'est parce que le monsieur a attaqué quelqu'un, membre de la mouvance présidentielle du même camp. Ça veut dire que s'il avait posé l'acte contre quelqu'un de l'opposition, ça ne posait pas de problème. Finalement, ce n'est pas l'acte qui pose un problème, mais c'est parce que, bon, c'est une famille, on ne doit pas se dire la vérité. Non, c'est pas, je ne sais pas si si on doit voir les choses de ce point de vue-là, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec la précipitation dans laquelle on a rendu cette décision de sanction. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Même si je partage je suis en train d'accord avec Yves du fait qu'il faut respecter la discipline du groupe. Ça, c'est important, la discipline du groupe. Mais dites-moi, il y a toujours eu guéguerre entre Union progressiste et républicain. Surtout avant ces élections-là, il y a eu un moment où, non, nous sommes attaqués par ça, par ci, on fait souffrir nos militants, surtout à Calavi. À Calavi, j'en ai beaucoup entendu au niveau de la commune de Calavi, où l'Union progressiste, le bloc républicain n'a pas les sur les mots pour attaquer des membres de l'Union progressiste, parce que estimant quand même que les militants sont pourchassés. Oui, mais là, c'est à titre du parti. C'est à titre du parti. Oui, mais entre eux, c'est que cela dit qu'on n'a pas eu autorisation formelle pour faire ce genre de déclaration. Non, tu peux pas certifier. Tu ne peux pas certifier qu'ils n'ont pas eu des conseillers en interne pour sortir, pour être à l'aise en public et s'attaquer. Ce que je constate, par exemple, pour le cas de Mouel Béné, en tout cas pour le monsieur qui... c'est là la question de la discipline de groupe. Si en tout temps, au sein du parti, on s'est dit, nous n'allons poser aucun acte contre les autres. Là, peut-être, nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. Sinon, l'argument qui consiste à dire, c'est là que j'allais en venir, à dire, parce qu'on est de la même mouvance, on ne peut pas poser un tel acte contre. Ce n'est pas si évident que ça. C'est parce que là, c'est un acte peut-être un peu plus formel, puisque ce n'est pas juste un simple discours. Et on a posé un tel acte. Sinon, ça se passe tout le temps. On a vu au sein de la mouvance, se faire des coups bas. Mais si au niveau de Mouel Béné, qui est aujourd'hui dans une posture assez délicate, parce qu'il ne participe pas aux élections, et que, entre-temps également, Jacques Ayagis n'a pas toujours été tendre avec les blocs, que ce soit Union progressiste ou bloc républicain. Jacques Ayagis n'a pas toujours été tendre avec ces blocs-là de la mouvance. Donc, il y a de ces petites querelles-là, au sein même de la mouvance, qui se comprennent parfaitement parce qu'il doit y avoir quand même une guerre de leadership, même si nous sommes au sein de la même mouvance. Mais en tout temps, nous n'avons peut-être pas cette information au sein de Mouel Béné. Si au sein de Mouel Béné, c'est une particularité, et que les gens se sont entendus pour dire, bah non, nous n'allons attaquer personne, nous n'allons plus peut-être attaquer personne au sein de la mouvance, là, tu comprendrais. Sinon, je dis, l'argument qui consiste à dire au sein de la mouvance, c'est quand même, tout n'est pas rose. On ne s'embrasse pas au sein de la mouvance. Non, personne n'a dit qu'au sein de la mouvance, tout est rose. Mais il est dit qu'au sein d'un même groupe, il faut le minimum d'efforts pour... Deux partis politiques différents, non, différentes idéologies. Non, ça ne se passe pas tel que vous présentez la situation. Vous savez tous les coups bas que les gens se font dans la mouvance. Donc, les coups bas en politique se font partout, mouvance comme opposition. Partout où il y a des hommes, ils se font des... Donc, dans la mouvance, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Mais tel que c'est le procédé qu'il faut voir. C'est assez frontal. C'est aller à un niveau... Parce que même avant que ce recours ne passe devant la Cour suprême, si vous avez suivi, par exemple, Ulrich Deou, Rico Dollar, depuis quelques semaines, vous allez remarquer que c'est un profil qui ne digère pas du tout Luc. En fait, il s'est fait une fixation. Oui, il s'est fait une fixation sur la personne. Et certainement qu'il a été rappelé à l'ordre. Non, je n'ai pas les preuves je n'ai pas de preuves qu'il a été rappelé. Mais ça a continué tout le temps. Le parti n'a pas réagi. Peut-être qu'il serait resté dans cette logique-là, que le parti n'aurait rien dit et qu'il aurait continué.
Mais c'est le niveau où le sujet a atteint qui a amené le parti finalement, parce que bon, on se dit, bon, c'est sa page Facebook, c'est son compte, c'est sa tribune, bon, il peut émettre des opinions. Peut-être juste là, bon, peut-être même qu'en interne, bon, des gens, je suis sûr que certains n'auraient pas aimé, lui auraient reproché, mais il est resté dans la logique avec des publications où il démontre comment et pourquoi on ne peut pas amener Luc Atropo à Cotonou. Mais il n'a pas été sanctionné. C'est l'acte-là, c'est le niveau, je crois que c'est le niveau qui a interpellé le parti. Chacun a agi très acerbe hier, aujourd'hui assez modéré. Est-ce qu'on peut dire que la jeunesse est sur la même longueur d'onde que ces années finalement? Non, je ne dirais pas ça. Je dis que, j'ai tantôt dit peut-être que la précipitation de la décision rendue. Je suis sûr que on peut être militant et poser un acte et que quand même il peut déjà avoir des mises en garde, on peut avoir des procédures, il doit avoir quand même un processus par rapport à la sanction, pas dans une formation politique. Je ne suis pas un politicien. Vous n'êtes pas au cœur de leur règlement intérieur non plus. Je pense quand même on ne peut pas rester ici et dire... Après le recours, les instances vont quand même, il y a des instances qui vont se réunir. Est-ce que ça c'est une mesure conservatoire? La note ne nous dit pas, mais je dis qu'il faut quand même qu'il y ait une réunion qui sanctionne. Il faut qu'on soumette peut-être cela au Bureau national. Et comment on s'est déjà réunis en moins de... Vous ne pouvez pas savoir ceux qui sont réunis. Vous ne pouvez pas savoir. C'est ce que je dis. La note a été claire. Le président dit que les textes lui confèrent la responsabilité de prendre des mesures conservatoires. Et c'est ça qu'il a pris contre Rico Dora. C'est dommage parce que vous savez que nous sommes dans une autre dynamique désormais. Nous voulons penser désormais, nous voulons croire désormais qu'avec la réforme du système partisan, que ce n'est plus un homme qui est si fort que ça, que désormais c'est une équipe qui gère, que désormais ce n'est pas une personne. Une équipe qui gère, mais il faut que l'équipe soit disciplinée en son sein. Oui, c'est pour dire que, vous ne voyez pas ce que j'ai dit, c'est-à-dire que, Jean, tu es membre de mon parti, tu as commis tes actes, je prends acte, je te suspends. Vous voyez? On a vécu ça, on a souvent vécu ça avec les anciens partis, en tout cas ceux qu'on appelle anciens partis. Aujourd'hui, on a pensé que le procédé devait être un peu plus différent. Tu es membre de mon parti, tu commets tes actes, depuis ma chambre, je sors un truc et puis je te suspends. Si les tests le permettent. Même si les tests le permettaient, je dis que pour l'idée, pour l'espoir que nous avons par rapport mis dans la réforme du système partisan, ce n'est plutôt commode. Il faut déjà que peut-être le bureau exécutif national se rencontre, on ne sait pas, le bureau politique national se réunisse, tout au moins, c'est la première instance, avant qu'on ne parle peut-être d'un congrès ou d'une assemblée générale, mais déjà, mais si nous fonctionnons exactement comme on fonctionnait avant, où nous disons que nous ne voulons plus les partis individus, ou lorsque je m'en ton parti, qui a commis tel acte, bon, les tests me confèrent. Depuis son lit, on peut prendre une autre décision du parti. Je crois que c'est même procédé que ce que nous avons vécu juste là. Je ne défends pas Ulrich, du tout pas, parce que je suis d'accord avec vous, il faut quand même observer une discipline de groupe, mais je dis la façon, la réponse, il faut savoir parfois, en tout cas, mesurer au niveau de nos formations politiques pour ne pas donner l'impression au niveau de l'opinion publique que nous sommes toujours à l'autre ère où on a remis le stylo rouge à un seul individu du parti qui, pour un oui ou un non, peut décider de suspendre qui il veut. En attendant la décision du juge du contentieux électoral, l'autre décision qui fait jaser aussi, c'est la création d'une agence pour gérer les anciens vacataires dans les écoles publiques du Bénin. Le Conseil des ministres du mois dernier a acté cette décision et puis beaucoup se posent des questions. Yves Dakoudi, est-ce que finalement le Conseil national de l'éducation n'est pas un leurre? Dire que le Conseil national de l'éducation est un leurre, c'est ne pas respecter tout le travail qui a été fait pour la mise en place de ce conseil-là. C'est pas un leurre parce que si vous regardez bien, dans son message le 21 janvier, quand on installait le Conseil national de l'éducation, le chef de l'État disait que plus désormais rien ne se ferait sans l'avis de ces sachants-là.
Et le Conseil national de l'éducation a pour attribution, entre autres, la question du déploiement du personnel enseignant. Et lorsqu'on parle du personnel enseignant, je ne sais pas, est-ce qu'ils y mettent les agents, les agents, comment on dit, les agents... Non, je ne parle pas les fonctionnaires, s'ils mettent les fonctionnaires, est-ce que c'est ça qu'ils mettent uniquement? Parce que là cette précision-là qui n'a pas été faite donne libre cours à toutes les initiatives. Peut-être que dans la conception même, on prévoyait déjà de créer quelque chose pour gérer les vacataires et les communautaires. Vous voyez un peu ce que je dis? Et aucune précision n'est donnée. Par exemple, dans ce que nous avons lu, aucune précision n'a été donnée pour dire que le Conseil national de l'éducation va s'occuper du redéploiement du personnel enseignant. Et on n'a pas détaillé ça. On l'aurait détaillé, qu'on aurait eu les enseignants vacataires et communautaires, tout de l'autre côté, qu'aujourd'hui, on les retrouvait au niveau de l'agence, qu'on se poserait des questions. Donc, du moment où ça n'a pas été défini, là, je ne vois vraiment pas le débat. À nous, le 21 janvier 2020, Patrice Talon disait le programme d'études, le déploiement du personnel enseignant, affectation budgétaire, la carte scolaire universitaire, accréditation, contrôle des établissements publics ou privés seront désormais confiés au Conseil national de l'éducation. 3 mois plus tard, ils ont décidé de créer une agence qui va gérer une partie du personnel et même des écoles. Est-ce que ce n'est pas un rétropédalage qu'on est en train de faire au Bénin? Je ne dirais pas rétropédalage, je dirais que c'est le fait que l'agence soit rattachée à la présidence qui peut-être pose problème. Parce que l'agence pourrait être rattachée au Conseil national de l'éducation, parce qu'on veut que ce conseil-là soit un conseil autonome, parce qu'on ne veut plus qu'il y ait interférence, en tout cas, de la politique dans la gestion du système éducatif. Vous voyez? Et lorsqu'on crée une agence qu'on rattache à la présidence, vous voyez, l'agence reçoit encore des ordres du chef de l'État, alors que au niveau du Conseil national de l'éducation, on a des représentants du chef de l'État. Vous voyez? Et on veut quand même que ce conseil-là soit un conseil autonome. Donc, il va falloir... La mission de l'agence n'est pas la même que la mission de... C'est comme si vous êtes en train de... La mission de l'agence, l'agence recrute. L'agence va pouvoir recruter, voir les profils. Parce qu'on dit qu'en posant le diagnostic, on constate que les établissements privés, en tout cas, c'est le Conseil des ministres qui le dit, donnent plus de résultats aux examens, par exemple, que les établissements publics. Parce qu'au niveau des établissements publics, le personnel vacataire, on ne prend pas en compte tous les profils. Qu'il faut. On ne respecte pas la procédure, on recrute comme cela n'est pas permis. Et pour corriger tout ça, on met en place l'agence qui doit donc recruter. Cela nous posait des problèmes par rapport à la constitution de la base de données par rapport aux aspirants. Mais on se dit, c'est le gouvernement qui sait pourquoi il met en place ces différentes stratégies, parce que justement pour corriger la question des profils au niveau de la vacation, on a lancé des appels à candidature, on a même passé des tests à certaines personnes, on a constitué des bases de données des aspirants au métier d'enseignant. Donc, a priori, on se dit quand même, on a une ressource de qualité. Aujourd'hui, on a créé l'agence. Est-ce que l'agence va puiser dans cette base-là, ou l'agence également va désormais se charger, au lieu que l'État ne se charge lui-même d'organiser les tests pour constituer la base de données. Est-ce qu'on va passer donc le relais à l'agence qui va prendre en compte déjà la base de données qui existe et va donc constituer de nouvelles bases avec de nouveaux profils de personnes à disposition du Conseil national de l'éducation. Mais toujours est-il qu'on voit qu'il doit y avoir quand même forcément un lien entre le Conseil national de l'éducation et l'agence qui doit... Il y a forcément... La mission de l'agence, c'est une mission d'agent recruteur.
C'est sûr que quand ils vont définir les profils, quand ils vont recruter, ils vont devoir mettre à disposition du Conseil national de l'éducation pour qu'il assure son rôle de redéploiement du personnel. J'ai discuté avec certains enseignants. Hier, ils me disaient que depuis 3 ans, la question du profil ne se pose plus parce que ce sont les inspecteurs, les conseils pédagogiques qui recrutent et on respecte le profil des enseignants. Et depuis l'année passée, sinon le début de cette année, il y a eu la base des données, les aspirants, donc on a tenu compte de c'est eux qui le disent. Quand on évoque encore le même problème, est-ce que ce n'est pas un faux fuyant? Non, si la question du profil revient tout le temps, ça veut dire que quelque part, il y a des problèmes qui demeurent. Mais on ne peut pas avoir... Oui. Mario Kakou récemment a pris une note en demandant aux enseignants d'anglais, d'histoire géographie d'aller enseigner le français parce qu'il y a manque de professeurs de français. Et également, certains qui ont fait la SVT d'aller enseigner les mathématiques parce qu'il y a pénurie de professeurs de mathématiques. Maintenant que même ils viennent, maintenant pas de profil. Qui accuse qui finalement? Est-ce que ce ne sont pas eux-mêmes qui ont ouvert la brèche et puis la pagaille a commencé? Non. Je ne pense pas. En tout cas, les questions de l'éducation... les avis que vous avez divergent très souvent quand vous allez d'un individu à l'autre. Vous avez rencontré par exemple des gens qui disent que le problème de profil ne se pose pas. Le Conseil des ministres, lorsque vous lisez le contenu, vous allez voir que la question du profil revient toujours. Et donc, il est quand même temps qu'on s'asseye. Et là, c'est bien lorsqu'on confie une mission à une agence, c'est pour pouvoir voir clair dedans. Parce que si on parle toujours de profil, ça veut dire que sur le terrain, dans l'effectif, il y a toujours des gens qui sont à des places où ils ne devaient pas être. Alors, quand vous allez dans les privés, vous allez voir qu'il y a au plus 30 élèves par classe. Ils sont bien encadrés, mais dans le public, c'est au moins 60 élèves par classe. Est-ce que l'effectif pléthorique qu'on a devant les enseignants dans le public ne pose pas un problème et qu'on veut laisser et passer à autre chose? Oui, je suis tout à fait d'accord sur cet aspect de la chose, parce que lorsque souvent on parle on compare les résultats du privé au public, les enseignants du public très souvent disent, mais ne sont pas dans les mêmes conditions. Et c'est pour ça que n'est pas le même. C'est pour ça que véritablement, il faut que l'État pense également à ça. Vous voyez, c'est facile de dire que le privé donne plus de résultats et que c'est juste une question de profil, alors que lorsque vous avez été enseignant, vous êtes face à 60 enfants dans une classe et après face à peut-être à 25-30 dans une classe, je vous assure, ce n'est pas la même chose. Nous avons pris par là, et nous savons ce que c'est. Donc, c'est trop facile de s'en tenir juste à la question du profil. Mais toujours est-il, moi je dis souvent que c'est le gouvernement qui définit les politiques. Et nous, avec le temps, on voit, mais dans la mise en œuvre, est-ce que également les fruits tiennent la promesse des fleurs? Est-ce que, à force de travail sur le profil, est-ce que on va dire que désormais nous avons une meilleure qualité en matière d'enseignement chez nous? Est-ce qu'on va dire désormais que nous avons des érudits, que nous avons des enfants quand même totalement bien formés? C'est des questions qu'on se pose, alors qu'on sait que même dans une classe de CICP, on continue d'avoir 70 enfants, 80 élèves dans une même classe. Et on demande quoi à cet enseignant, même qui a le profil, ne peut pas faire le miracle. Il ne peut pas faire le miracle, surtout au cours primaire. Vous dites taisez-vous tout de suite. Taisez-vous tout de suite. Mais la minute qui suit, les enfants reprennent. Les enfants reprennent. Et nous avons un programme également qui est très dense. Et donc, lorsque l'effectif n'est pas à votre portée, vous ne pouvez pas faire le miracle. Imaginez qu'au primaire, par exemple, on demande, par exemple, dans une classe, on demande de faire 2 devoirs. Mais lorsqu'on vient, les inspecteurs viennent pour les concours, pour passer le cap, pour les examens, et ils viennent. Il faut voir comment ça prend du temps, et on arrive même peut-être pas à finir toutes les matières. Et on déroule au fur et à mesure, parce qu'il faut respecter tout le mécanisme, il faut respecter la pédagogie requise pour faire passer la notion à l'enfant. Mais pourquoi on ne peut pas aujourd'hui tenir compte de la réalité au niveau du système éducatif pour dire nous avons des programmes qui ne peuvent pas tenir dans le temps lorsque l'enseignant décide de respecter toutes les normes pour pouvoir inculquer la notion. Donc, vous voyez, c'est des questions sur lesquelles le Conseil national de l'éducation devra se pencher. Mais par rapport à l'agence, comme je l'ai dit, on aurait pensé
qu'il aurait peut-être été plus judicieux de mettre l'agence directement en liaison avec le conseil. Le conseil, que de rattacher l'agence à la présidence, alors que le chef de l'État dit, nous voulons quand même que ce conseil soit plus autonome. N'oubliez pas que la question de redéploiement de personnel, des effectifs, ça a toujours posé problème. Toujours posé problème. Même s'ils sont des anciens vacataires et que c'est rattaché à la présidence de la République, et le Conseil national de l'éducation devra peut-être recourir d'abord au ministère sectoriel, qui doit ensuite peut-être faire recours à la présidence de la République, ensuite pour que la présidence de la République sorte. Non, ça c'est votre mécanisme. Rien ne dit que c'est comme ça que dans la pratique ça va se passer. L'agence est rattachée à la présidence de la République. L'agence est rattachée à la présidence de la République. C'est pour plus de performance. Regardez comment les autres agences fonctionnent. C'est pour plus de... Regardez comment les autres agences fonctionnent. Vous allez remarquer, tout ce qu'il y a comme agence rattachée à la présidence, vous avez vu les résultats. C'est ça qu'il faut voir. Si on estime que c'est une agence qui doit aider à régler ce problème-là, qu'on règle ça et qu'on continue. Qu'on ne revienne plus dans 5 ans dire que c'est des questions de profils qui font que dans le public ça ne marche pas. Si déjà on peut régler les problèmes, enfin la question de profil, tant mieux. Au-delà du profil de l'effectif, il y a aussi le manque d'infrastructures dans les écoles publiques. Quand vous allez dans plusieurs écoles, les enfants font cours de midi à 14h, l'heure de pause, où ils sont déjà fatigués. Les enfants sont là, les enseignants aussi viennent, et puis tout le monde, on n'a pas de laboratoire, on n'a pas de bibliothèque. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas penser à régler ces problèmes-là en amont avant de créer une agence pour gérer aucun gouvernement comment je vais présenter cette histoire-là. Aucun gouvernement n'est resté bras croisés devant notre système éducatif. Chaque gouvernement a essayé d'apporter les retouches qu'il faut quand même pour que ça continue d'évoluer. Toujours est-il que sur le terrain, ce qu'on remarque sur le terrain, les problèmes que nous avons au niveau du système éducatif en matière d'infrastructures scolaires et autres, ma foi, c'est pas du jour au lendemain. Et s'il faut attendre d'aller régler ces questions-là d'abord, avant de penser au profil du personnel enseignant, le mal qu'on ferait serait énorme. À nous, est-ce qu'avec les émoluments de ceux qui vont gérer cette agence-là, on ne peut pas commencer par résoudre les problèmes de l'éducation avant est-ce que vous avez une idée des émoluments sur l'agence-là, je ne pas des personnes, ils ne sont pas des philanthropes, ils ne sont pas des bénévoles, ils seront quand même payés. Lorsque vous êtes payé lorsque vous êtes payé, ceux qui vont gérer cette agence-là, qu'est-ce qu'on veut commencer par résoudre les problèmes de Qu'est-ce que nous voulons à la fin? Que vous payez pour un service et vous avez le résultat. Ou vous avez des gens qui acceptent de vous accompagner avec l'à peu près. Vous n'avez pas le résultat. Il faut choisir. Et la plupart du temps, quand vous payez pour un service, vous êtes exigeant. Ah non. Oui, non, je pense que c'est pas la première fois que les gens ont fait recours aux agences. Le Bénin, dans une histoire, dans son parcours, les gens ont déjà fait l'expérience des agences, de gérer le pays à divers niveaux par des agences. Et c'est parce que, justement, à des moments donnés, ça n'a pas porté des fruits. Ça n'a pas porté des fruits que ces agences ont fini par disparaître avec le temps. Mais aujourd'hui, la gouvernance de Patrice Talon fait, comme on appelle, un retour à cette période-là, en quelque sorte, que nous avons vécu dans ce pays où c'était le tout agence pratiquement. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons non seulement les ministères qui existent déjà, dont nous avons des cadres qui sont nommés à divers postes. Et c'est ça la grosse équation qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des cadres compétents? Nous n'avons pas tous ceux-là qui ont fait l'administration au niveau de l'ENAM, c'est pas tous ces recrutements de personnel digne du nom que le gouvernement, l'État a fait. Est-ce que toutes ces personnes-là ne sont plus en mesure de gérer les affaires publiques? Vous voyez, c'est ça qu'aujourd'hui que nous observons avec un pincement du cœur. Pour voir qu'on est obligé
de recourir à chaque fois au privé pour dire que il faut, pour espérer une meilleure gestion des affaires publiques. C'est dommage pour le Bénin, c'est véritablement dommage. Et puis l'équation va demeurer. Est-ce que nous avons vraiment aujourd'hui des cadres encore dans l'administration et qui sont payés pour leur... Vous avez dit, les autres vont vous dire, je suis cadre à temps. Et ils sont payés correctement et pourtant ils sont au repos par rapport aux choses minimales sur lesquelles on pouvait les attendre. Ils sont au repos et pendant ce temps, on est obligé de faire recours chaque fois au secteur privé pour la gestion. Et je dis une fois encore, c'est pas la première fois que les gens ont fait recours aux agences. Ça s'est fait par le passé, mais le gouvernement Patrice Talon revient avec les agences. La seule chose qui nous intéresse ici, ce sont les résultats. Et il vous le disait, si vous payez pour une prestation, et vous avez les résultats au bout du rouleau, c'est ça qui compte au finish. Si au bout du rouleau, on a un meilleur système de qualité, un meilleur système, un système éducatif de qualité, alors Patrice Talon et son gouvernement auraient raison d'avoir fait cette option-là. Si demain, vous avez des enfants mieux formés, des enfants qui sont à même de bien se défendre, parce qu'aujourd'hui, vous allez dans une classe de 6e, les enfants ne peuvent pas vous prononcer des phrases en français correct, ça pose problème. Il y a plusieurs enfants qui ne peuvent pas répondre correctement lorsque vous leur posez des questions élémentaires, des questions peut-être de vous conjuguer un verbe de premier groupe au présent. Vous allez entendre toutes sortes de choses pour un enfant qui quand même a fait du CI au CM2. Est-ce que nous sommes aujourd'hui fiers d'un tel système éducatif? Est-ce que nous sommes fiers quand des enfants ne peuvent pas aller quand on va au BPC, nous avons des taux de 23%, de 29% à ces examens, ou peut-être la plupart du temps, quand nous sommes contents, on se retrouve autour de 40 et quelques %. Est-ce que nous sommes fiers de ces taux alors que l'État investit dans nos défenses? Donc, fondamentalement, je dis que ce sont les résultats, et sur les résultats que nous allons attendre du gouvernement. Si jamais, malgré toutes ces mesures, on arrivait toujours pas à atteindre les résultats, ça va poser problème. Mais l'autre question fondamentale, on peut avoir des enseignants de qualité. Il faut véritablement travailler sur les effectifs pléthoriques. Autrement, on ne pourra jamais avoir de résultats escomptés. Yves, le gouvernement a annoncé dans son PAG le recrutement de 15 000 enseignants en 5 ans au niveau du secondaire. Et depuis là, le gouvernement n'a recruté que 2 000 enseignants environ. Est-ce que finalement le gouvernement ne peut plus tenir devant son PAG? C'est pourquoi il a dû recourir à une agence pour gérer les vacataires. On ne peut pas dire que l'État n'est plus capable de recruter dans l'enseignement. L'État apporte les solutions au fur et à mesure. Quand on aura besoin de recruter, on va recruter, on va passer au recrutement. Mais la question, le problème qui est là aujourd'hui, c'est il faut régler cette question de profil des enseignants. Et il faut d'abord qu'on laisse l'agence... Le PAG n'a pas été bien mûri, vous voulez dire? C'est pourquoi on laisse de côté? Je crois que ce sont des options. Il y a ce qui est prévu et ce qui est. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été mûri. Le mal qu'on peut souhaiter aujourd'hui à l'école béninoise, c'est de renaître de ses cendres. L'autre sujet, c'est que le gouvernement a décidé désormais de fermer, sinon de remplacer le FNPEJ par une autre agence qui va désormais accompagner les jeunes promoteurs, les jeunes entrepreneurs dans leurs idées, dans leurs entreprises. Est-ce que cette agence va faire mieux que le FNPEJ quand on sait que le FNPEJ a été une vache à lait pour certaines personnes dans le passé? Objectivement, c'est parce que le fonds n'a pas été géré comme cela se devait, qu'aujourd'hui, on veut essayer on pense à une mutation. Mais vous voyez, quand vous lisez le Conseil des ministres, vous voyez ce qu'on met au niveau de la mutation, on veut former une pépinière de jeunes entrepreneurs, mais ça revient carrément à ce que le FNPEJ devrait faire. Parce que le FNPEJ fonctionnait sur la base des projets. Vous avez des projets que vous déposez, qui sont étudiés, et vous avez des financements. Après, on fait le suivi et vous remboursez petitement.
Oui, mais lorsqu'on vous dit qu'il y a une mutation, et parmi les autorités, on passe toujours, il faut constituer une pépinière de jeunes entrepreneurs, et on parle toujours des projets. Je ne sais pas, je ne vois pas encore la grosse nuance. Non, c'est juste un changement de nom. Je me dis qu'il y a beaucoup plus changement de nom, et qu'il y aura peut-être beaucoup plus une différence dans la gouvernance que le FNPEJ, je dirais donc pas des fonctionnaires de l'État. Et donc, peut-être qu'on estime avec beaucoup plus de laxisme, puisque vous savez que difficilement on a pu qu'on appelle recouvrer certains financements, Donc, et par rapport à cela, on a décidé de passer à une mutation et une agence donc recourt donc à un système privé pour la gestion de l'agence, peut-être au plus de rigueur. Je n'en sais rien, mais je dis toujours que le gouvernement défile la politique. Nous allons analyser dans le temps et apprécier les résultats. En 2018, le gouvernement a commandité un audit qui a révélé beaucoup d'irrégularités au niveau de FNPEJ. Il y a des gens qui devaient, au fond, aujourd'hui, 2 ans après, on décide de changer de nom. Est-ce que ça n'a pas été trop long? On n'a pas trop attendu avant de procéder? Non, il fallait aller au fond, il fallait vraiment fouiller. Il fallait vraiment poser des diagnostics avant de savoir quel type de décision il fallait prendre. Ce qui a tué le FNPEJ, vous savez, c'est le financement tout azimut de projets fictifs où enfin, vous montez on vous dit de monter un projet, vous amenez, puis après, quand ça sort, on se partage les sous et les jeunes, comme ce sont eux qui ont leur nom là-bas, après, c'est eux qu'on appelle, alors qu'au fond, ils n'ont jamais touché l'intégralité des sous, tout ça. Donc, je crois que l'agence aura pour but essentiel aussi de revoir la gouvernance, la façon dont on attribuait le financement, c'était politisé et tout. Et vous allez voir, c'est ça qui a plombé cette structure-là. Et donc, on attend de voir, ce qu'en fera l'agence. Est-ce que ce n'est pas le moment maintenant de fusionner ANPE, ANPME, tout ça là, au sein d'une même agence pour un meilleur suivi des jeunes qui veulent entreprendre, qui ont fini les études universitaires, mais qui ne font rien pour le moment? Déjà qu'ils sont vous pensez que c'est quand on va mettre tout ça ensemble que ça va bien fonctionner? Déjà que c'est sectorisé et que nous avons encore des difficultés. Donc vous pensez que si on met tout ensemble là, ça va? Non. Ça reste une proposition. Mais une agence avec des cellules à côté pour qu'il y ait même quand même une concentration des finances, pour une rationalisation des dépenses publiques pour une meilleure gestion. Je pense que ceux qui sont censés nous gouverner ont la responsabilité de définir la politique publique. Ce n'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle. On propose des suggestions. Oui, j'allais y venir, ce n'est pas notre rôle. Et comme il vous le disait tantôt, ouais, lorsque vous prenez par exemple l'ANPE, quand vous prenez l'ANPE, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ouais. C'est bien ça. Quand vous prenez l'ANPE recense les profils, fait des encadrements, forme les unes, et par rapport aux entreprises qui ont besoin de telles ressources, de tels profils, de tels trucs-là, ils mettent à disposition ces profils-là. Ouais, il y a plusieurs, récemment les Chinois ont été au niveau de l'ANPE pour pouvoir recruter 1000 personnes par exemple. Des entreprises viennent s'installer, ils devinent leur profil, ils font recours à l'ANPE parce que c'est une structure étatique. Ils estiment que cette structure-là soit à même de leur offrir de tout cela. Tout le monde ne va pas être entrepreneur. Évidemment, peut-être que c'est un idéal, mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Vous allez créer votre entreprise, mais vous voulez quand même qu'il y ait des gens qui viennent travailler chez vous. Si tout le monde est entrepreneur, je ne sais pas comment ça va se passer. Quand ça va être fusionné, c'est que je crois que ils recrutent et ils accompagnent aussi les entrepreneurs. Le problème, c'est que les agents sont sous des ministères. Oui, en quelque sorte. Même si on dit que c'est rattaché à la présidence de la République, quand vous prenez telle agence, l'agence-là est toujours dans le giron d'un ministère. Ouais. Lorsque vous prenez l'ANPE, c'est toujours le ministère des petites et moyennes entreprises. Vous prenez également
FNPEJ, c'est toujours le ministère des petites et moyennes entreprises. Donc, je crois que la mission n'est pas la même. La mission au niveau de FNPEJ, c'est des gens qui sont des porteurs de projets, qui ont pensé ce truc-là, et on voit avec leur projet, on les forme par rapport à ça, on les prépare, et on estime que si le projet est bancal, on peut les accompagner. On peut les accompagner. Alors que, au niveau de la NPE, c'est des gens qui ont besoin peut-être d'une première expérience en entreprise, et on leur permet d'aller en entreprise, on fait des encadrements. C'est des gens qui ont certains profils qu'on peut mettre à disposition des recruteurs pour dire, ceux-là, on peut les accompagner, ils sont à même de travailler dans votre entreprise. Mais si tout le monde est entrepreneur, finalement, qui va travailler dans l'entreprise de qui? Vous êtes entrepreneur, d'accord, vous avez besoin de certains profils. Si vous avez besoin de certains profils, vous allez au niveau de la NPE peut vous sortir un certain nombre de profils. Vous allez choisir. Je crois que les missions ne sont peut-être pas les mêmes, mais toujours est-il que ces structures sont rattachées à un même ministère. Le Bénin a désormais une bonne nouvelle sur les 35 cas confirmés du coronavirus. On a 18 guéris, un seul mort et 16 sous traitement. Finalement, le Bénin peut commencer par espérer le meilleur dans cette pandémie qui est en train de secouer le monde entier. Oui, c'est comme nous l'avons dit aujourd'hui. Nous l'avons dit dans la une de fraternité aujourd'hui, du côté de fraternité aujourd'hui, qu'il faut quand même malgré tout maintenir le cap, la pression. Parce que vous savez que c'est très tôt, c'est trop tôt si vous le voulez, de dire que de crier victoire. Ah non, nous avons vaincu le coronavirus. Et certains le disent déjà, non, vous voyez, au Bénin, il n'y a pas de problème parce que notre Sodabi est à l'œuvre, parce que notre piment vert travaille. Oui, mais il ne faut pas crier proto-victoire parce que le mal sévit toujours, parce que nous avons toujours des personnes infectées qui sont sous traitement, parce que le monde est toujours en guerre face au coronavirus, parce que on n'a toujours pas trouvé un vaccin digne du nom contre ce mal-là. Et donc, par conséquent, si quelque part on peut se prévaloir de ce que les mesures prises par le Bénin portent des fruits, il faut quand même rester vigilant et se dire que ce n'est peut-être qu'une bataille et qu'on n'est pas totalement à l'abri de ce mal-là qui continue de sévir autour de nous. Certains citoyens sont solidaires et apportent leur contribution à l'État, au gouvernement pour lutter contre cette pandémie. Pendant ce temps, d'autres croisent les bras dans leur salon et ne veulent rien faire. Finalement, Yves, est-ce que nous ne sommes pas dans un pays bizarre où certains ne veulent pas se mêler des affaires publiques? Je ne suis pas dans la poche des autres, mais ce que je sais, c'est que, comme aimait à le dire un de mes profs, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si les gens estiment qu'ils n'ont pas à donner, je ne vois pas par quelle alchimie on peut aller les contraindre. C'est vraiment dommage parce que sous d'autres cieux, c'est quand même plus, il y a plus d'engouement que ça. Avec le Nigeria à côté, par exemple, les gens se sont mobilisés, ils ont vraiment donné. Bon, c'est vrai que nous avons mis en place un compte, peut-être pas dans le même temps que le Nigeria, qui a pris de l'avance sur nous. Bon, on espère que d'ici là, ça va aller. Maintenant, avec les résultats que nous avons, avec ces cas de guérison que nous enregistrons, est-ce que ça ne va pas contribuer aussi à émousser les ardeurs au niveau des donateurs? On dit, bon, de toute façon, le pays s'en sort déjà très bien avec un peu de chloroquine, plaquenil et tout. Et donc, bon, est-ce qu'on va pas rester là à observer, voir un peu comment ça se passe? Donc, si on enlève cet aspect-là, je crois qu'on peut faire mieux. On espère toujours que les gens vont mettre la main. Les députés ont annoncé 200 000 par tête. C'est une annonce. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore officialisé. Est-ce que ce n'est pas insuffisant, même si c'est quelque chose, Arnaud, pour des députés? Je trouve même que si depuis qu'on a ouvert ce compte, c'est maintenant qu'au niveau du Parlement, qu'on en soit encore à l'étape de la proposition, je trouve quand même que on manque un peu de solidarité. Parce que vous voyez, on va s'attendre maintenant. Les gens se préparent pour les élections. Hein? Cela va de soi parce que le 17 mai, c'est pas loin. Et on estime qu'aujourd'hui, de toutes les façons, la date des élections est maintenue. La préoccupation des députés, c'est pas coronavirus.
La préoccupation des députés, c'est comment faire la campagne électorale. C'est comment donc obtenir beaucoup plus de voix. Et c'est dommage. Parce que nous pensons que les gens ne sont pas des bétails. On ne va pas simplement dire aux gens, vous savez que, attention, et venez voter, on va vous offrir des masques. Venez voter, on va vous soutenir contre le coronavirus. Il faut quand même vivre pour aller voter. Il faut quand même avoir du sang humain pour savoir que lorsque vous contribuez et qu'on dit, le député béninois, on fait tel pour l'accompagner, la lutte contre le coronavirus, psychologiquement, ça fait un effet. Au niveau de l'opinion publique, même avant même que vous n'allez sur le terrain pour dire que vous voulez faire la campagne électorale, les gens vous portent déjà en triomphe. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez constaté quand même que dans certaines localités, c'est vrai qu'à l'Assemblée, il n'y a pas une contribution directe comme ça par rapport au fond. Mais vous savez qu'il y a certains députés qui ont été sur le terrain déjà pour aller au fond. Oui, c'est justement sur cet aspect-là que... qui a été... Oui, mais c'est ça. C'est pour dire que cet aspect également, c'est dans le cadre toujours de la préparation des élections. C'est la campagne électorale. C'est pour montrer. Puisqu'il y a un compte officiel où on dit il faut contribuer pour que ce qui va être acheté, en tout cas l'approvisionnement matériel médical, que ce soit un truc pour tout le monde, pour la nation. Et au lieu de ça, on va dans sa circonscription électorale. Pourquoi ne pas venir dans moi, mon village, par exemple? Pourquoi Badamas n'est pas venu chez moi à Tofor, par exemple? Parce qu'à Tofor, il y a les députés de Tofor qui doivent faire ça. Il peut pas. Non, mais c'est pas pour dire que... Il est député national. C'est pour justement pour dire que si c'est pas des faits électoraux... C'est la proximité. Si c'est pas des faits électoraux, est-ce qu'on a besoin forcément d'aller au niveau de sa constitution pour offrir? Même si on doit le faire, pourquoi ne pas quand même souscrire quelque part au niveau national à ce qui est organisé? C'est ça qui s'agit. Non, mais je crois que c'est un pas qui est déjà une proposition de cagnotte de la part de chaque député, mais il ne faut pas oublier que beaucoup parmi eux sont déjà sur le terrain et depuis. La campagne. Non, bon, prenez ça comme vous voulez, prenez ça comme vous voulez, mais beaucoup d'entre eux sont déjà sur le terrain et engagent des fonds. Au détriment du compte ouvert par le gouvernement à cet effet. Le compte ouvert par le gouvernement était dans un autre objectif. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont sous traitement. Finalement, vous voulez pas dire quand il parle de fin politique? Vous ne pouvez pas dire fin politique parce qu'un député a choisi offrir des masques, du gel hydroalcoolique dans sa circonscription. Où est-ce qu'il a été élu d'abord? C'est ça qu'il faut voir. Il ne faut pas fuir le débat. Si je suis élu dans ce studio, d'accord, et qu'il y a un problème qui se pose dans ce studio, je ne vais pas laisser ici et aller régler le problème ailleurs. Je commence par ici. Et s'il me reste des moyens, je sors. Je sors maintenant. Nous sommes tout à fait d'accord. Il privilège encore. Non, nous sommes tout à fait d'accord sur la question pour dire qu'un député peut aller dans sa circonscription électorale offrir. C'est d'abord sa circonscription électorale. Ça n'a rien de... C'est pas ça, c'est pas cela qui est mauvais. Vous savez que nous sommes à la veille quand même des élections. On ne peut pas faire cette analyse sans quand même, en occultant quand même la... C'est vrai que nous sommes mal barrés parce que cette pandémie-là arrive à un moment où nous allons à des élections et que chacun est libre d'interpréter ça comme il veut. On aurait eu ça peut-être en décembre que le discours aurait été autre. Mais les gens diraient, même si c'était en disant que c'est en prévision des élections de mai, là, ils sont venus pour nous distribuer. Donc, en fait, quand le politicien sort et fait quelque chose, là, tout le monde rataille ça. Ma question, c'est que, est-ce que le député n'est pas concerné par les citoyens béninois qui sont infectés et qui sont sous traitement, et que pour le compte de ces citoyens-là, l'État central dit apporter une souscription. Alors que le député est national, est-ce qu'il n'est pas préoccupé par ceux-là qui sont déjà infectés et qui sont des Béninois, qui sont aujourd'hui sur un lit d'hôpital et qui sont sous traitement? Et on dit à un député apporter une souscription quand même par rapport à cela. Le député dit non, ils sont sous traitement, je vais dans ma circonscription électorale, je vais leur apporter d'abord le masque là-bas, je vais d'abord distribuer les masques. Est-ce que ceux qui sont sous traitement aujourd'hui, avec les efforts du gouvernement là, c'est l'argent des députés qu'ils attendent pour... Pas seulement des députés, mais des ministres, des gouvernements, des Béninois, de tout le monde, pour dire, nous avons souscrit, nous souscrivons à ce que vous faites là. C'est de ça qui se dit, c'est ça la solidarité nationale. La solidarité nationale ne s'exprime pas seulement à des fins électoralistes, mais
la solidarité nationale, c'est comme ça que c'est... Oui, tant que la solidarité nationale sera vue sous l'angle politique, le problème va toujours se poser. Ceux qui sont solidaires, la plupart du temps, quand les gens font les actions, quand vous allez regarder, c'est les politiques. Chez nous, c'est les politiques. Et même quand un philanthrope commence, tôt ou tard, il finit par glisser, et il commence par faire la politique aussi. Nous avons des Béninois qui sont souffrants, qui sont là. Et on ne sait pas encore ce que ça va advenir. On dit, donnez quelque chose pour la santé de ceux-là. Ils vont donner. On dit non. Ils ont fait une proposition. Nous avons la circonscription électorale pour régler ça là-bas et nous allons revenir. Ouais, ailleurs, des ministres ont sacrifié le salaire 2 mois, 3 mois, même 4 mois au Burkina Faso à côté. Le premier ministre a sacrifié 4 mois de son salaire pour lutter contre le virus, mais au Bénin, silence radio. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Que j'aille dire au ministre de sacrifier le salaire? Chacun est libre. Hein? Non, finalement, les autres attendent que ça commence par le haut avant de... Bon, chacun est libre. Moi, chaque ministre avec son traitement. Et donc, c'est pas à moi d'aller lui dire, bon, maintenant, tu prends 4 mois de ton salaire pour le coronavirus. Il est libre de le faire. S'il veut le faire, il le fait. Chers invités, merci d'être venus. Merci pour vos différentes contributions. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.